Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Elle démarre seule avec une passion pour les plantes et devient une référence ainsi qu'une spécialiste du thé bio équitable haut de gamme. En 1994, Arlette Romer fonde les Jardins de Gaïa. À une époque où le bio n'était pas encore démocratisé, Arlette a dû convaincre des producteurs en Inde et au Sri Lanka de passer au bio, alors que ces pratiques étaient à peine connues là-bas. Elle commence par quelques mélanges préparés sur la table de sa cuisine pour devenir aujourd'hui une référence. Dans cet épisode, Arlette nous emmène dans un voyage à travers ses 30 ans d'expérience dans le monde du thé bio et équitable. Vous découvrirez son parcours et les défis qu'elle a surmontés. Comment convaincre les producteurs de passer au bio et l'importance de la biodiversité et de la biodynamie dans la production de thé. Arlette évoque également les relations privilégiées qu'elle entretient avec les producteurs à travers le monde, les efforts déployés pour garantir la qualité et la traçabilité des produits, ainsi que son engagement pour le commerce équitable et le soutien aux petites coopératives. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Arlette, tu as fondé en 1994 une entreprise française spécialisée dans la commercialisation de thé et de tisanes biologiques et équitables. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux te présenter et ensuite nous raconter un petit peu ton histoire et tes aventures? Bonjour Mélie, bonjour tout le monde. Je m'appelle Arlette Robert, je suis alsacienne et toujours en Alsace. Et Jardin Gaïa aujourd'hui 30 ans, je suis fondatrice et co-gérante de Jardin Gaïa qui fait du thé, tisane, épices bio et de commerce équitable depuis le début, donc 30 ans cette année. Alors, j'ai démarré dans la profession, j'étais éducatrice, donc j'étais dans le social pendant 7-8 ans. Après ces 7-8 ans, j'ai pris un an de dispo pour voyager. J'avais besoin d'air, en fait, puis de voir autre chose. Et en fait, j'ai passé 6 mois en Grèce, puis en Afrique noire, 6 mois. Et à mon retour, j'ai décidé que voilà, il fallait que je fasse un truc qui me plaise et qui me permette de bouger, ou que je puisse m'arrêter pour bouger. Donc, c'était pas clair. Et donc, j'ai toujours été branchée plantes, puisque je suis l'aînée de 5 filles. Et donc, papa, qui est un amoureux de la nature, m'a toujours trimballée aux champignons, dans la forêt, etc. Donc, j'ai toujours été proche de la nature et j'ai toujours aimé me balader. Et donc, puis après, j'ai fait quelques petits boulots, hein, le temps que je décide. Alors, j'ai travaillé dans un café-théâtre resto bio, puis sur des salons bio. Et en fait, suite à ça, je me suis dit: «Il faut que je fasse un truc vraiment qui me plaise», et donc les plantes, c'était un petit peu ma passion, et la bio et le voyage, bien sûr. Donc j'ai toujours eu un peu la bougeotte, j'ai toujours aimé partir. Et en fait, à partir du premier voyage, quand j'avais 18 ans, à l'époque, c'était pas si simple de voyager, donc j'ai voulu continuer. Et donc le thé, c'était assez évident pour moi, mais bon, comment commencer, et cetera, et donc ça a pas mal cogité. Donc j'ai démarré, en faisant des salons bio, puisque j'y avais déjà été un petit peu habituée à travailler pour d'autres, hein. Donc j'ai vendu des huiles essentielles, des produits de massage, enfin des choses comme ça. Et puis, je me suis dit, voilà, j'ai rencontré, sur des salons des producteurs, et je me suis dit, «J'y vais». Alors au début, l'idée, c'était pas de faire Jardin de Gaïa, une entreprise, on est 75 aujourd'hui, donc voilà, c'était pas de faire un gros truc, c'était de me balader, trouver des produits que j'aime et les revendre sur les salons.
Et en fait, très rapidement, donc je suis partie en Inde, puis à Sri Lanka. Et en fait, je me suis rendu compte que il fallait que ça soit bio aussi, donc je vais le rappeler. Donc je me suis rendu compte que déjà en bio, il y avait pas grand-chose, alors déjà chez nous. Mais alors là-bas, c'était vraiment le tout début et donc il fallait les convaincre, leur expliquer pourquoi et cetera. Donc c'était pas simple et du coup, ben, on m'a suivie mais sur les salons et cetera, c'était des mini quantités, hein, donc comme là-bas, en fait, ça a aussi été de la transition parce qu'en fait, les jardins de thé et cetera, ils ont démarré par des petites parcelles en bio et alors au début, c'était du garanti sans pesticides, hein, puisque je faisais faire des analyses, mais il y avait pas forcément de certif et puis au fur et à mesure, voilà, ils ont, je pense que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment et c'était un peu ma chance parce qu'ils y croyaient et puis pour moi, c'était le futur, quoi. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et donc, je me suis rendu compte assez rapidement qu'en fait, pour convaincre des producteurs, pour avoir des qualités, pour avoir ce que je veux, parce que j'avais vraiment envie de grands crus, de machin, enfin, j'allais essayer de trouver tout ce que je pouvais et ben, c'était pas facile et donc du coup, il fallait un peu plus de quantité et en fait, sur Salon, j'ai commencé à rencontrer un petit peu des magasins bio qui étaient intéressés parce qu'en fait, il n'y avait personne qui faisait du thé bio à cette époque, en tout cas pas en France. Donc j'étais vraiment la première et parce que les gens, ils pensaient tous que le thé, c'était forcément bio, quoi, parce que c'est la montagne, on peut pas traiter, on peut pas, enfin, et cetera. Et en fait, il faut savoir que le thé, c'est de la monoculture, c'est comme le vin, hein, donc c'était pas simple, voilà. Et voilà, et j'ai rencontré 2 producteurs qui m'ont vraiment suivie, donc en Inde, enfin au Darjeeling et puis à Sri Lanka et avec qui je travaille toujours, donc 30 ans après. Et puis quelques petits magasins, donc ça a commencé à faire un tout petit peu de volume et Biocoop m'a contactée à l'époque en me disant qu'ils étaient intéressés et en fait, ça a permis de faire fabriquer des quantités un peu plus importantes. Mais c'était quand même tout petit. Voilà. J'ai démarré sur ma table de cuisine avec une cuvette en faisant des petits mélanges et en sachant avant de partir au salon le soir. Donc c'était pas simple. Et donc, je suis restée près de chez moi, j'ai fait un petit bureau, petite salle. Je suis restée pendant 10 ans jusqu'à ce que je sois sur le site à Vitisheim, donc toujours dans mon village. Et est-ce que tu as fait une formation? Tu as dit là que tu faisais tes mélanges toi-même. Est-ce que tu as fait une formation pour savoir ben, quel thé mélanger pour avoir certains arômes? Ben non, pas vraiment, mais en fait, bon, j'étais très branchée. En fait, on m'avait offert un Darjeeling, ça a été un coup de cœur. Et moi, je voulais faire des grands thés, grands crus, etc. Alors là, c'était encore moins simple. Mais du coup, bah, c'est un peu comme la cuisine, quoi. On apprend sur le tas. Alors au début, j'ai acheté aussi un petit peu d'épices, quelques plantes, quelques aromates, des choses comme ça et en fait, je faisais mes mix. J'utilisais pas d'arômes ou de choses comme ça, hein, puisque c'était vraiment, dans une grande bassine où je faisais mes petits trucs et puis je faisais surtout aussi du thé nature. Mais l'idée de mélanger un petit peu, c'était aussi pour faire un peu plus de volume et pour amener aussi les gens au thé. C'est comme n'importe quoi, si vous goûtez un truc brut, c'est sympa, mais si vous n'avez pas l'habitude, donc bah, il faut un peu de sel, un peu de poivre, un peu de je sais pas quoi, et puis ça va vous donner envie boire du thé, peut-être de le faire plus simplement. Pourquoi être parti sur le thé? C'est quoi qui, à l'époque, t'animait vraiment? Est-ce que tu avais une philosophie derrière les jardins de Gaïa? Ben, Jardin de Gaïa, c'est jardin de la terre, donc déjà le voyage, donc le thé, ça pousse un peu partout. C'est la première boisson au monde après l'eau, hein, donc c'est la plus bue. Et j'ai vraiment été, je faisais quand j'étais petite, je faisais des soupes de fleurs, je faisais des machins. J'ai toujours aimé en fait associer. Et mes amis venaient boire des tisanes, j'allais cueillir mes petites fleurs et je leur faisais des trucs de couleur et tout. Donc, et comme dit, on m'a offert un thé, un très bon thé. Ben alors aujourd'hui, peut-être 35 ans après,
Je ne le boirai peut-être plus, je ne sais pas, ça devait être basique, mais en tout cas, ça a été vraiment un flash, quoi. Et donc du coup, pour moi, c'était évident, le thé. Et j'avais démarré, donc je me suis inscrite à une école de plantes pour, justement travailler, donc l'école lyonnaise des plantes à l'époque à Lyon. Et en fait, je me suis rendu compte que les plantes, c'était vraiment compliqué. À l'époque, tu pouvais, mélanger, 7 plantes et en fait, tout le reste, c'était de la pharmacie, quoi. C'était interdit. Tu pouvais faire les aromates et cetera. Après, ça a un petit peu évolué les lois, mais je veux dire, clairement, j'avais pas envie de faire que de la verveine, de la menthe et de la mélisse, quoi. Donc tilleul, menthe, verveine, enfin, c'était les classiques. Donc du coup, le thé, ça me permettait quand même de m'ouvrir, au monde, voyager et puis diversifier. Le thé, c'est comme le vin, hein, vous en avez, 150 000, quoi. On parle pas de cépage, on parle de cultivar, mais on parle de terroir aussi. On parle de différents lots de récoltes, et cetera, quoi. Donc c'était vraiment génial. Tu as parlé beaucoup de la bio. Ça a l'air d'être quelque chose qui, dès le départ, était important pour toi. Pourquoi? À une époque où, en plus, la bio n'est pas forcément démocratisée. En 94, je ne sais pas trop, Ouais, en j'avais à peine 94. 3 ans. Donc, Ouais, ben, en 94, c'est vrai que le bio, bah, déjà, il y a beaucoup de gens qui disaient, «C'est bio, c'est naturel», c'était naturel. En fait, on rajoute quand on doit rajouter, donc la bio, c'était pas vraiment clair. Mais, en fait, quand j'étais au lycée, j'ai eu la chance de rencontrer et des profs et des personnes avec qui j'ai vraiment sympathisé, qui étaient branchés bio. En fait, ça m'a permis vraiment de découvrir ce type d'agriculture, bien proche de la nature pour moi, évidemment, pas de chimie, quoi. Mais j'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là et donc faire un produit, des plantes, faire un produit de la terre et y associer la chimie, c'était pas possible, quoi. Enfin, ça je trouve que ça va pas, quoi. La nature, c'est pas la copine, des produits chimiques, quoi. Donc ça me est-ce que tu paraît, savais déjà que la bio, était forcément meilleure pour la santé ou par rapport au conventionnel? Enfin, je veux dire, tu es parti sur la bio que pour cet aspect santé ou aussi pour cet aspect, agriculture et tout ça qu'aujourd'hui est vraiment très démocratisé? alors c'est vrai qu'au départ, c'est vraiment la santé, hein. Je veux dire, on n'avait pas envie d'avaler de produits chimiques et tout, mais c'était une évidence. C'est une évidence, enfin pour moi, je crois que ça a été vraiment rapide, quoi. J'ai pas eu besoin de réfléchir, beaucoup. C'était clair que il fallait que ça soit propre, et que ça soit bon pour les hommes, mais aussi pour la terre, quoi. Donc pas de chimie, quoi. Ça, c'était la base, c'était vraiment le début, c'était le premier critère, en fait. Mais comme il y avait pas grand-chose, il y avait quelques produits, un tout petit peu de Sri Lankais, je vous dis, un petit peu de Darjeeling et du coup, j'ai acheté quelques thés où ils me garantissaient qu'ils étaient sans pesticides et ils étaient prêts à y aller. Donc je faisais faire des analyses par des labos et en fait, je crois que j'avais quand j'ai démarré, je sais pas si c'était 25 ou 30 produits, en tout cas, c'était vraiment très peu et donc de ces 25-30 produits, il y avait 4-5 mélanges, hein, avec, quelques plantes et quelques fleurs et quelques fruits. Mais donc sur les 30, il y en avait, je pense qu'il y en avait peut-être 15, qui étaient certifiés bio et les autres sans pesticides. Je mettais garantie sans pesticides, j'avais une analyse et puis voilà, quoi. Et en fait, c'est vraiment avec, je vous dis, je crois que j'ai eu bon déjà, je pense que j'ai démarré au bon moment, il y avait personne et puis, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. Parce qu'elles étaient intéressées par ça aussi, parce que la bio, c'est pas seulement une agriculture et une façon de travailler, c'est une philosophie, c'est une façon de voir les choses, c'était évident, quoi. Et du coup, à cette époque, est-ce que c'était un défi d'arriver à trouver, des Heu produits avec la certification biologique? Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors j'ai la chance quand même aussi d'habiter en Alsace, donc on est très près des frontières allemandes et suisses. Donc il y avait quand même les Allemands, je crois qu'ils étaient vraiment parmi les premiers et les Suisses déjà en fait, même dans leurs produits conventionnels en fait, mettaient des cahiers des charges pour que ça rentre dans le pays, qu'ils soient propres. Donc j'ai eu la chance, donc je suis partie, toute la première année, visiter Biophare, donc je sais pas si c'est un grand salon professionnel. Bon à l'époque, moi j'ai appelé ça,
Birkenstock et poil aux jambes, parce que c'était vraiment les vieux babas qui étaient là. Mais ouais, c'était vraiment le début du début, quoi. C'était tout petit, mais c'était des gens convaincus. Et j'ai eu la chance de croiser quelques personnes qui m'ont mis en relation avec d'autres personnes, etc., quoi. En fait, c'est vraiment les relations qui ont fait que j'ai pu avancer et continuer, quoi. Et donc, Et qu'ils aient envie. t'as lancé toute seule au départ ou très rapidement tu t'es associée avec les personnes? Non, c'était avec mon copain de l'époque. Donc, ça, ouais, voilà, ça n'a pas duré le temps. La vie fait que les choses, voilà, changent. Et donc, c'était à l'époque mon copain et donc j'ai continué toute seule. Donc, tu as continué Assez toute seule. rapidement. Ouais, et après, du coup, tu t'es associée avec les bonnes personnes à partir de quand? Alors, ben, au départ, comme je faisais que les salons, c'est pas simple. L'idée, c'était de faire les salons et de vendre par correspondance, donc pour que les gens puissent acheter. Et je me suis rendu compte que les salons que je faisais, bon, déjà, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait les classiques quand même, Prime Vert, Marjolaine, Roufac, enfin les grands salons bio. Et les quelques rares commandes que je recevais, ben, elles arrivaient quand j'étais pas là. Donc, j'ai d'abord, c'était pas une association, j'ai embauché ma petite voisine, donc qui était juste en face et qui me faisait les commandes. Puis une deuxième, puis une troisième. Et puis en fait, à un moment donné, on s'est retrouvés. Donc, en bas de chez moi, en fait, j'avais rajouté un morceau à la maison. J'avais une petite secrétaire, trois filles pour m'aider à préparer les commandes et à en sacher et à mélanger. Et puis un gars pour m'aider à. Parce qu'à l'époque, c'était des caisses de thé qui arrivaient. C'était en bois, donc avec un petit clou tous les centimètres. Donc il fallait prendre, vous riez, mais c'était le pied de biche. Ou alors la scie circulaire, donc on apprend tout hein, quand on fait ce métier. Et donc j'avais une nana qui passait le prenait la spie et moi je coupais. Donc ça c'est fini ça, puisque entre-temps, il y a une dizaine d'années, ils ont mis des règles en place pour tout ce qui est bois en fait soit traité, tout ce qui sort de l'étranger. Et donc je peux pas prendre des produits avec du bois traité, donc ça a été mis dans les sacs. Donc des sacs en papier doublés, etc., quoi. Est-ce Voilà. que tu peux nous parler un petit peu des étapes clés ou principales de l'évolution de l'entreprise? Alors, donc, comme je vous dis, au début, c'était chez moi. Donc, ça a été rapidement. Alors, j'avais récupéré les étagères. Il fallait pas être épais pour passer entre dans des boîtes. Enfin, c'était quand même beaucoup de récup, hein, parce que quand tu démarres, franchement, j'avais pas grand moyen, hein. Donc, à l'époque, il y avait l'aide pour créer des entreprises, donc que j'ai touché. Mais ça devait juste améliorer. En fait, c'était pas pour partir. Donc, c'était un peu rock'n'roll quand même. J'avais une voiture pourrie, voilà, où je trimballais mes trois caisses de thé. Et je les faisais arriver en Allemagne, puisque tout arrivait au port de Hambourg. Et donc, étape clé, c'est ben, déjà les 10 ans, parce que donc au bout de 7 8 ans, j'ai vu que c'était pas jouable. Et donc, c'était la rencontre avec les banquiers pour construire. Donc, j'avais rien. J'avais pas d'apport, j'avais juste mon chez moi. Et en fait, j'ai eu la chance que ce banquier, enfin le responsable donc Grand Est, bon, à l'époque c'était Alsace, il a vraiment aimé ce que je voulais faire. Bon, j'étais à fond, quoi. Je l'ai baratiné et donc voilà, donc j'ai pu construire. Donc déjà, c'était bien parce que ça sortait de mon quotidien quand même, parce que imaginez-vous quand même, j'avais un toute petite pièce, un dépôt, où j'avais des gens qui venaient pour acheter du thé, des gens du voisinage, qui venaient le dimanche matin, qui venaient le soir, qui venaient. J'essayais de me prendre une petite journée, j'entendais ma petite secrétaire, j'entendais les talons dans la cour. Donc c'était bien de sortir de la maison. Donc ça, c'était une étape. Et puis la place, quoi. Donc, au départ, c'était donc pour travailler, faire les mélanges, etc. Et, parce qu'entre-temps, j'avais loué je ne sais pas si vous connaissez Baumstal, là. C'est des casseroles en inox. C'était les premières casseroles à l'époque, sans graisse, sans machin et tout. Et donc, j'avais la chance qu'ils soient dans le même village et ils avaient de la place. Donc, j'ai un peu squatté là-bas, pas mal d'ailleurs, plus en plus, jusqu'à ce que je construise. Donc, à cette époque-là, quand on est arrivé ici, on devait être un peu moins de 20. Donc, c'était le palace, quoi.
Et rapidement, j'avais un peu de place autour. J'avais envie que les gens puissent goûter le thé quand ils viennent, pas seulement, le travailler et donc on a fait, une, heu, une maison de thé, ce qu'on appelle une maison de thé avec des jardins autour. Alors c'est pareil, donc j'ai tout était tout petit, les bambous étaient comme ça parce que tout était cher, il a fallu ramener de la terre. En fait, c'était assez, ça a été vraiment comme du Lego, quoi. On a morceau par morceau, quoi. Au début, on a commencé à travailler, la maison de thé dans un deuxième temps, une petite, 6 mois après. Enfin voilà, comme je pouvais, quoi. Voilà, donc ça a été, une étape clé et puis, au début, comme je disais, c'était des petites quantités donc j'achetais à quelques importateurs en Allemagne, là où je pouvais trouver parce que les producteurs me disaient où, quoi, comment. Donc j'ai acheté pour moi, mais ils me l'importaient et je crois que ça fait, entre bonne quinzaine d'années qu'on importe, quasi tout en direct, quasi tout. Avec de temps en temps, avec d'autres collègues parce que c'est des tout petits volumes, mais autrement, donc ça a été des étapes clés, c'est sûr. Et puis après, rapidement avec cette bio, puisque je vous dis, c'était bio évident, mais rapidement j'ai vu que la bio, bah, il y avait mieux. Donc qu'on pouvait faire encore mieux. Donc il y a eu le commerce équitable et à l'époque, j'avais rencontré le gars qui était responsable du commerce équitable, mais à l'époque, c'était pas forcément bio, le commerce équitable. Il y en avait pas, à part ce fameux thé du Darjeeling et il me disait: «Mais pourquoi tu te fais pas certifier, les thés que tu prends, ils sont également certifiés commerce équitable» et cetera et donc j'ai décidé d'y aller parce que je voyais aussi que les producteurs, ils travaillaient, autrement, quoi et qu'il y avait un vrai plus. Ça veut dire que les gens étaient contents d'y travailler, ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient, qu'il y avait d'autres conditions. Imaginez-vous, j'en ai visité par la suite, c'est des grands jardins où c'est un peu, tout le monde est un peu un derrière l'autre, avec un contremaître, machin, c'était pas trop mon truc. Tous les gens avec qui je travaille, ils travaillent pas comme ça. Donc, soit c'est des petites coopératives, soit c'est des jardins, mais ceux qui y travaillent ont les mêmes, ont beaucoup plus d'avantages et ils travaillent, bien mieux. Donc ça, c'était une étape clé, donc commerce équitable et en même temps, et ben, c'est pareil avec l'Alsace, la biodynamie, donc et j'ai les Indiens déjà commençaient à faire des préparats et des composts et j'ai vu que la terre, elle était, vraiment plus belle et en fait, pour moi, la biodynamie, c'était rendre à la terre ce qu'on lui prend. Parce que forcément, quand on fait de la grosse monoculture, même en bio, à un moment donné, la terre sera plus pauvre. Donc il faut lui rendre quelque chose ou alors il y a d'autres moyens, permaculture, rotation, machin, mais le thé, c'est pas possible, c'est comme le vin, hein, puisque vous avez pas un théier, ça met quelques années à donner, c'est quelques feuilles, donc vous pouvez pas aller dans là et là et là. Alors on a un peu, hein, de quelques thés de récolte sauvage ou des théiers qui sont mélangés à d'autres récoltes. Les Chinois là, que je suis allée visiter il y a pas longtemps, ils plantent des légumes entre, enfin il y a voilà, il y a des choses qui se font. Mais à l'époque, c'était des jardins de thé comme des vignobles ou alors, les quelques rares petits producteurs. Mais ces petits producteurs, de toute façon, ils étaient obligés d'aller faire fabriquer ailleurs parce qu'ils n'avaient pas les machines ou pour les fabriquer et ils vendaient pas et ils exportaient pas, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. L'importance, aujourd'hui, on se rend compte de la biodiversité et les théiers, quand on les plante, bah forcément, bah, comme tu viens de le dire, ils restent sur place. Et du coup, ça allait être ma question. C'est quoi l'importance là-dessus de la biodiversité et comment les agriculteurs y font ben, pour améliorer cette terre, comme tu viens de le dire? Ben, déjà, ils plantent des arbres, donc pour ombrager, avec des plantes autour, bien sûr, pour éviter X, petites maladies, choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, il y en a quand même quelques-uns avec qui pratiquent la biodynamie, mais qui ne sont pas forcément certifiés parce qu'il y a pas de demande. Je Est-ce veux que tu dire, peux expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu la biodynamie? bah, la biodynamie, alors tout le monde dit toujours que c'est, voilà, on récolte et on sème avec la lune, mais avec les astres, quoi. Donc c'est vrai, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est rendre la terre vivante et pour ça, il faut en fait, y mettre des préparations qui sont, c'est une sorte d'homéopathie à base de plantes
Et donc, il y a des préparations à base de verveine, de feuilles de chêne, enfin, un certain nombre de préparations, plus un peu de la silice pour ramener un peu de vie aussi à la terre. Et donc, ça, c'est le cahier des charges. Après, est autorisé par rapport à la bio beaucoup moins d'autres intrants. Donc, pour le vin, par exemple, pour le thé, il n'y a pas. Mais pour certains produits, il y a des intrants qui sont autorisés, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que dans l'agriculture bio classique, quoi. Mais c'est vraiment un plus. Moi, sincèrement, les terres sont belles, ça sent bon, les composts sont bons, les gens sont fiers de faire ce qu'ils font parce qu'ils ont l'impression d'être plus en relation. Et je me suis rendu compte, même sur le terrain, qu'à l'époque, Sri Lanka, eux, ils plantaient aussi avec les astres, mais ils regardaient quelles étaient les constellations dans le ciel pour savoir à quel moment il fallait planter pour qu'il n'y ait pas telle bestiole qui vienne, parce que c'était, je sais pas quoi, le truc du lion ou du tigre. Et c'était un peu le même, c'était juste avec d'autres mots. Et donc aujourd'hui, l'été du Sri Lanka, l'été d'Inde, et une grosse partie des thés du rooibos sont en biodynamie, donc certifiés par Déméter. Mais en fait, c'est un peu compliqué parce que j'aimerais bien qu'il y en ait plus de certifiés, mais je ne peux pas tout acheter, de loin pas. Et, et du coup, je veux dire, à un moment donné, ça a un petit coût, la certification. C'est pas délirant, mais ça a quand même un coût. Et surtout quand c'est des petits producteurs ou des choses comme ça, ou quand c'est des COP. Donc forcément, s'il y a pas d'acheteurs, ça sera jamais certifié, quoi. Voire même décertifié des fois parce qu'il n'y a pas suffisamment de demandes, quoi. Tu as parlé Malheureusement. de l'Inde, du Sri Lanka. C'est quoi les pays de production pour les jardins de Gaïa un peu les plus importants ou ceux qui sont le plus valorisés? Alors, bien sûr, il y a la Chine. On ne peut pas faire du thé si on ne fait pas de thé de Chine. Alors au début, la Chine, c'était compliqué, mais c'est vraiment le pays des mille thés, quoi. Enfin, c'est vraiment là où ça a démarré. Et en fait, en Chine, il y a une telle diversité. Alors aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup d'échanges entre les producteurs, entre les pays, les gens voyagent, etc. Donc on arrive à faire un peu tout partout. N'empêche qu'il y a le savoir-faire, il y a les traditions, il y a le terroir. Donc la Chine, c'est un pays important. Donc je travaille avec des coopératives, que des petits producteurs. Donc il y a l'Inde, Inde du Sud, Darjeeling, Assam, donc il y a le Sri Lanka. Après, il y a le Vietnam. Alors le Vietnam, c'est vraiment, c'est un pays que j'adore. Je trouve les gens, ils sont merveilleux. C'est vraiment que des gens qui sourient tout le temps. Et en fait, les Vietnamiens boivent du thé depuis très longtemps. Quand quelqu'un voyage au Vietnam, il va avoir une tasse de thé vert, un peu comme pratiquement partout. Mais en fait, le thé du Vietnam n'était pas du tout connu. Et il y a je sais pas, une quinzaine, une vingtaine d'années, 15, 17 ans, on m'avait proposé du thé du Vietnam et je trouvais que c'était intéressant et j'avais été sur le terrain et c'était des Ao et des Hmong et j'adorais parce qu'elles grimpaient encore sur les arbres, les vieux théiers, etc. Et du coup, j'avais envie de booster un peu ce thé parce qu'en fait, il y avait très très peu de fabrication et très peu de vente. Et donc, à la même époque, j'avais créé une gamme qui s'appelle les thés militants. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, ce sont des thés qui sont fabriqués pour une assos. Donc, on a la LPO, on avait démarré avec ça, Sea Shepherd. Alors, il y a les semences de cocopédie, il y a le lynx, il y a les chimpanzés en Ouganda, il y a les amanins, il y a le monastère de Solan. Enfin, des gens que j'ai rencontrés ou des assos que j'ai rencontrés que j'ai trouvé vraiment top et j'avais envie de les booster. Donc, on a fabriqué des thés qui leur ressemblent. Donc, par exemple, Sea Shepherd, c'est un thé pour l'océan. Et en fait, on reverse avec une boîte, on reverse 1 € à la sauce. Et avec un sachet un sachet à remplir, on reverse 50 centimes. Alors l'idée, c'était pas seulement de leur donner des sous, parce que dans l'absolu, tu peux donner voilà, ce que tu peux, quoi. C'était plutôt de les faire connaître. Parce que j'ai eu aussi cette chance de rencontrer Pierre Arabi à la même époque, il y a très longtemps, sur les salons, et il m'avait invité aux Amanins à un mouvement,
3 jours de regroupement avec des boîtes qui font de la bio, etc., et du commerce équitable et du 1% pour la planète. Et j'avais rencontré le responsable des Amanins, qui est Michel Valentin, avec qui ça avait bien matché, quoi. Un gars qui avait beaucoup d'énergie. Et quelques années après, en fait, il est décédé. Et j'avais vraiment envie de les aider. Et alors, leur donner quelques kilos de thé dans l'année, c'était OK. Mais j'avais envie de les aider. C'est comme ça qu'en fait, les Amanins, le premier thé, ça a été fait pour eux avec la LPO. Donc voilà l'histoire. Et donc, du coup, pourquoi je parlais de ça, c'était parce qu'en fait, j'ai décidé pour faire plus de volume de thé du Vietnam, tout l'été, à l'époque des militants, et ben, c'était à base de thé du Vietnam. Donc voilà. Donc ça, c'était une parenthèse. Autrement, on travaille avec l'Afrique du Sud, le rooibos. Donc ça, c'est vraiment très important aussi parce que ben, c'est un pays que j'adore parce que tu es loin de tout, tu as de l'espace, tu as des petits bushmen là qui sont entre les cailloux et le sable et, et les herbes. Et après, il y a le Népal, qu'est-ce qu'il y a encore? L'Ouganda, donc pour les chimpanzés. Donc suite à ma rencontre avec Sabrina Krief qui, qui travaille avec les chimpanzés à essayer de les aider et à essayer de faire passer en Ouganda, en fait, à côté de là où vivent les chimpanzés, à côté du parc. En fait, il y a quelques jardins de thé qui sont des gros jardins qui traitent. Et donc, elle voulait les faire passer en bio et aussi commerce équitable pour aider les gens, etc. Et donc, on s'est rencontrés. Donc, on a fait des thés d'Ouganda pour aider les chimpanzés. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Qu'est-ce qu'on a encore? Afrique du Sud, Taïwan, le Népal, le Laos, le Brésil pour le maté. Un petit peu l'Afrique, le Burkina, parce que pour l'hibiscus, donc ce qu'on appelle le carcadé là-bas, et le moringa. Et le Japon, bien sûr. Voilà. C'est incroyable de travailler avec autant de marques. Comment est-ce que vous choisissez les producteurs? Donc, on a compris le bio, la bio. Est-ce qu'il y a d'autres critères précis pour sélectionner tel ou tel producteur? Et ben, au départ, hein, c'est le feeling, quoi. Enfin, moi, voilà, je marche au feeling, quoi. Je veux dire, Tu te ça rends passe sur ou ça place et passe. tu vois Ouais, comment. je vais sur place ou alors je les rencontre. Il y en a qui viennent me voir. Parce que du coup, hein, au départ, tu as les rencontres du début, mais après, voilà, il y en a un qui connaît l'autre. C'est un petit monde, hein, c'est comme la bio, tout le monde se connaît un peu. Et donc, quand les gens s'apprécient, et le thé, c'est aussi un petit monde. En tout cas, à une certaine échelle, on va dire. Parce que bon, je ne parle pas des grosses multinationales, n'est-ce pas? Et donc, du coup, euh, comment je l'ai choisi? Ben, d'abord, bien sûr, il y a la bio, et puis les discussions, et puis quand j'y vais, l'endroit, le plus, quoi. Donc, il y a la biodynamie, le commerce équitable, bien sûr, mais il y a vraiment il y a vraiment des producteurs qui se cassent la tête pour faire des choses. Donc, ben, par exemple, les Indiens, ils ont monté Elephant Friendly, donc parce que il y a beaucoup de dégâts faits par les éléphants, donc les gens en fait sont pas très sympas avec eux. Donc ils essayent vraiment d'aider. Donc ils ont fait des sortes comment on appelle ça, de sortes de passages pour que les éléphants puissent passer, pour qu'ils n'abîment pas les terres, etc. Donc et on reverse aussi donc un petit truc sur les thés qui sont fabriqués dans le jardin pour aider. Alors, il y a tous ces petits plus, en fait, qui vont faire que ça va être. Et puis après, il y a la qualité, bien sûr. Il y a la créativité, un peu la folie des gens, quoi, des producteurs, quoi, ce qu'ils ont quand ils sont en vie. Parce que moi, j'ai toujours des idées. Parce que comme je me balade, je vais voir des trucs et je vais dire. Ah, mais pourquoi tu ferais pas des roses ou pourquoi tu ferais pas ça au milieu, mais tu pourrais faire telle épice ou telle plante, enfin, etc. Et puis voilà, quoi, en fait, c'est quelque chose qui est pas, c'est toujours en fait en constante évolution, quoi. Voilà. L- Les agriculteurs aujourd'hui, ils sont soumis un peu aux aléas climatiques, au réchauffement climatique. De toi, de ce que tu peux voir quand tu te déplaces, c'est quoi un peu leurs problématiques et comment ils arrivent à y faire face?
Et ben, le climat, c'est clair, hein, c'est ou il fait trop froid, ou il fait trop chaud, comme chez nous, ou alors il y a pas d'eau. Et le gros problème, c'est, souvent il y a plus d'eau, il y a pas d'eau en hiver et donc pas de récolte ou alors des récoltes très, très tardives. Donc ben, ils s'adaptent, enfin ils essayent d'adapter aussi des plantes. Ils reviennent aussi un peu parce que le thé souvent, ils font des boutures. Ça veut dire ils prennent une branche et ils vont bouturer et puis en fait, elle va être, rapide. Alors que si vous partez d'une graine, ça va mettre, plus de temps, ça va mettre pas mal de temps à sortir. Mais ils se sont aussi rendus compte qu'à partir des semences, les plantes sont plus résistantes, les racines vont plus bas, ça met plus de temps et cetera. Alors c'est vrai que les graines de départ, il n'y a pas toutes ces variétés qu'ils ont mixées pour essayer de ils vont mixer deux plantes. L'une, ça sera pour le goût, l'autre, ça sera peut-être pour sa résistance aux maladies, l'autre, ça sera pour sa productivité, etc. Donc, à partir de graines, il y en a moins. Mais de plus en plus, il y en a qui commencent à... Et il y a une petite partie aussi où ils vont laisser en sauvage. J'ai fait un petit trip avec les Indiens en Chine. C'était leur rêve d'aller en Chine. Donc, je les ai baladés dans le Yunnan. On est allé voir toutes les productions de thé en Chine. Et de Chine, on est allé en Inde. Et donc, du coup, en fait, ils ont vraiment. Et donc, quand l'un de mes producteurs indiens a vu le Yunnan avec les arbres, il m'a dit: Oh là là, je croyais que je connaissais tout du thé, mais je me rends compte que je connais rien. Du coup, on a des thés aussi, du Darjeeling qui le laissent pousser, en fait. Et donc, ça, c'est plutôt sympa. Et ça, c'est aussi des choses qui vont aider par rapport aux problèmes climatiques, quoi. Après, récupération d'eau, enfin, voilà, il y a pas mal de choses qu'ils font pour améliorer tout ça, quoi. Et puis, T'as par- biodiversité, planter des trucs pour aider, l'un va protéger l'autre, etc., quoi. Ouais, tu as parlé aussi pas mal de l'ombrage qui permet de protéger les plantations. Ouais, ils mettent de plus en plus d'arbres. En fait, parce que les plantations, c'est comme les vignes, hein, c'est facile, hein, c'est t'as un truc à côté de l'autre. Et là, ils plantent quand même beaucoup d'arbres. Ça permet d'ombrager et puis ça permet aussi de protéger aussi tout l'environnement, quoi, et de redonner de l'humus et des choses comme ça, quoi. Mhm. Tu as parlé également qu'ils avaient fait, enfin, des agriculteurs, un passage pour les éléphants, par exemple. Est-ce que les animaux sont un problème pour certaines plantations dans certains pays? Alors c'est marrant parce que ça dépend des pays en fait. Alors c'est sûr que tu vas en Afrique du Sud, tu vas avoir alors le léopard, il va pas bouffer le rooibos, mais il va plutôt aller un peu piquer dans les maisons des gens, etc. Non, c'est plutôt les insectes, des choses voilà qui vont donner des maladies. Après, il y a les éléphants effectivement en Afrique, en Inde. Arrive au Sri Lanka aussi d'ailleurs. Les éléphants, ils sont sauvages. Et donc, quand l'homme, des fois, construit un truc, le lendemain, c'est détruit. Donc, ils y retournent. C'est le jeu. Alors, j'ai visité aussi l'année dernière et cette année, dans le sud de l'Inde, il y a des parcs naturels. Donc, j'ai vu d'énormes cerfs, c'est pas des cerfs, mais j'ai plus le nom, en fait, c'est la plus grosse bestiole qu'il y a. Il y a des ours bruns, alors je ne l'ai pas croisé. Il y a des tigres, je les ai vus en vidéo, en photo, parce que les producteurs me les ont montrés. Il y a des gros buffalo, des énormes bisons, là, enfin, voilà. Ouais, il y a des bestioles un petit peu, mais en fait, elles touchent pas trop le thé. Elles touchent pas trop le thé, au contraire, voilà. Mais il y en a. Après, il y a des fois des serpents, ça arrive. Voilà. Bon, moi, j'ai pas croisé de gros, mais les producteurs m'ont montré comment ils mettaient un python, je crois. Il avait un truc sous l'étayer. Donc, du coup, voilà. Il y a des trucs un peu. Et puis en Afrique du Sud, dans le rooibos, il y a des fois des petits scorpions, enfin, même des plus gros. Et puis aussi des serpents. J'ai eu la chance de voir un beau cobra. Du coup, on s'y attarde pas trop, quoi. Mais bon, après, quand les gens bougent et quand ils sont en train de cueillir et tout ça, ça fait du bruit, ça bouge, il y a pas trop de bestioles, quoi. Mais bon, c'est plutôt les petites bêtes qui sont plus, qui sont un peu plus, qui foutent un peu plus la trouille, quoi. On a parlé pas mal de commerce équitable. Euh, c'est quoi l'approche pour Jardin de Gaïa du commerce équitable? Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Et ce que vous avez mis en place pour améliorer
ben, peut-être la qualité de vie des agriculteurs ou alors améliorer peut-être les plantations, etc. Alors, d'abord, bon, déjà, c'est les relations directes, hein, donc il y a pas d'intermédiaire, hein, c'est vraiment la base, je trouve, discuter avec eux et voir comment ça se passe et cetera. Des partenariats vraiment durables, ça veut dire sur le long terme. Ça veut dire on va pas bosser, sauf si vraiment ça devait pas bien se passer, mais c'est jamais arrivé en 30 ans. On va pas commencer à se travailler avec un producteur en lui disant: «Bon, on travaille 1 an, 2 ans, on va en trouver moins cher et on va aller ailleurs». Non, non, c'est vraiment des engagements dans le temps, et qui sont, progressifs. Donc on va prendre plus de qualité, plus de thé, enfin voilà, en fonction un petit peu des on privilégie les tout petits, donc plutôt des coopératives. Alors des jardins, il y a aussi des jardins qui travaillent très, très bien et il faut pas, je veux dire, on peut pas faire l'un sans l'autre, mais on va quand même privilégier les petits producteurs et puis donc on va régulièrement là-bas, enfin, j'y vais régulièrement, mais après il y a aussi, ils viennent aussi et puis j'emmène toujours, quelqu'un avec moi. Alors c'est une personne, 2 personnes en fonction de et c'est souvent des gens qui ont besoin de savoir comment ça se passe. Alors ça peut être, quelqu'un de la qualité, quelqu'un des achats, quelqu'un du commercial ou quelqu'un que j'ai vraiment qui fait 20 ans qu'elle travaille chez moi, j'ai envie de lui faire plaisir, elle rêve d'aller voilà, on fait ça, voilà. Et puis je trouve que c'est important de montrer et transmettre et quand les gens ont vu et ben, c'est parce qu'on s'imagine pas, hein, c'est quand je montre des photos, les gens ils sont toujours assez surpris ou là on commence à faire des petites vidéos en fait, sur chaque voyage dans les pays où on va, pour montrer un peu comment les gens travaillent et ce qu'ils ont et aussi des interviews et cetera et je trouve que c'est voilà, c'est top. Et alors en matière de commerce équitable, on va aller au-delà. Ça veut dire que ça nous est déjà arrivé de payer 1 an d'avance pour qu'ils puissent acheter des terres, par exemple, la coopérative. On a déjà acheté un tracteur d'occasion, parce qu'ils avaient plus de tracteur. Quand c'est des Mais du coup, petits, c'est pas toujours, ouais, on essaie vous, de faire des trucs. Ouais. vous achetez 1 an d'avance là, et si la production ne suit pas ou comment ça se passe, Ouais. vous arrivez quand même. Ben, vous savez que ça fait des années qu'on travaille avec eux, donc au pire des cas, si vraiment il y avait moins, ben, ça arrivera après, quoi. C'est vraiment quand même, je pense qu'il y a vraiment une confiance entre nous, d'un Je côté et trouve de ça l'autre. fort ça, d'avoir une confiance comme ça envers ses agriculteurs et du coup les agriculteurs Moi, le j'ai rendent. zéro souci. Franchement, alors peut-être que je suis facile enfin voilà, mais je vous vois pas bosser autrement, quoi. Enfin, j'ai pas envie de me prendre la tête ou en me disant: «Ah celui-là, qu'est-ce qu'il va me faire et tout». Alors bien sûr, le thé, on va le goûter, on va choisir un lot, on va l'acheter et puis quand il arrive, on le regoute pour voir si c'est bien le bon lot, ça peut arriver mais sincèrement en 30 ans, il y a eu, très peu ou alors ça a été un autre lot parce que l'autre était parti, on n'a pas été assez rapide, enfin voilà. Mais j'ai franchement zéro quoi. Après, c'est déjà arrivé en 30 ans, qu'un gros de produit, ça a contaminé, on ne savait pas pourquoi. Ça date il y a longtemps, c'était en Afrique du Sud et en fait, il y avait, je sais plus quoi, des métaux lourds, mais en fait, on comprenait pas d'où ça vient. On a cherché, 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 parce que c'est vraiment en plein désert et cetera. Et en fait, c'était de la tuyauterie qui était vieille et qui était rouillé mais bon, tu penses pas à ça et c'était avec ça qu'ils irriguaient, quoi. Bon après, je veux dire, c'est des choses, ça peut arriver, hein, de toute façon, s'il y a rien qui arrive, on n'avance pas, quoi. C'est quoi d'ailleurs les critères de sélection d'un thé? Et ben, d'abord, il faut qu'il soit bon, quand même et donc bah, les thés qu'on achète, pour moi, je dis toujours, c'est comme le vin de table jusqu'au grand cru. Donc c'est le thé de table, ça veut dire un thé de tous les jours. Un thé, je sais pas, ça peut être un breakfast, un peu un thé du petit-déj, un thé voilà et après c'est qualitativement les grands crus et cetera. Puis après il y a vraiment les rares et précieux, à la main, 10 kilogrammes de produits, 20 kilogrammes de produits, ça c'est génial. Mais en fait, on boit pas tout au même moment. Donc les très, très bons, ben, on se fait plaisir, c'est comme le champagne quoi, c'est comme on va pas enfin il y en a qui boivent peut-être du champagne tous les jours, mais pas moi. Bah, avec le thé, si, j'essaye. Non, mais voilà, donc critère de sélection, c'est la qualité. Après, c'est la créativité, et puis aussi quand la rapidité, en fait, où ils peuvent te répondre, et cetera, où ils peuvent faire. Et puis après, c'est quand tu vois que
Et puis qu'il y a des trucs exceptionnels, j'y vais, quoi. Je me dis tout le temps, alors au début, je me dis tout le temps, même si c'est moi qui dois le boire, mais voilà, c'est important de. Voilà, je pense qu'il faut éduquer les gens au goût. Alors maintenant, on trouve de tout, hein, mais il y a 20 ans encore, je vous assure qu'il n'y avait pas grand-chose, quoi. Et puis les gens qu'on ne connaissait pas, à part quelques rares amateurs, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez récent. Moi, il y a 30 ans, quand j'ai fait les salons, les gens faisaient pas ils croyaient que le thé noir, c'était un thé d'une telle plante et le thé vert, un thé de telle plante, alors que c'est juste une façon d'être transformé. Alors après, on peut faire des thés verts, noirs, jaunes, blancs avec tous les théiers, mais il y en a qui seront plus adaptés que d'autres, comme pour les vins, hein. Je dis tout dans le vin parce que je trouve que c'est très proche et qu'en France, on connaît quand même ce langage. Par rapport au café, parce que on a fait un épisode très intéressant sur le café, il y a un certain chiffre jusqu'à 100 qui donne un peu la qualité d'un bon café. Est-ce que pour les thés, il y a ce genre de choses ou pas C'est du pas tout? un chiffre. Alors chaque pays a un peu ses façons de les nommer. Donc dans les pays où c'était les Anglais, en fait, ils ont des petites lettres, hein. FTG FOP, TG FOP, alors OP, Orange Pekoe. Donc ça veut dire que c'est le bourgeon et les deux premières feuilles. Après il y a FOP, Fine Orange Pekoe. Donc c'est quand c'est plus petit. TGFOP, donc TP Golden, donc quand ça a un petit peu des pointes dorées, ce qui donne une meilleure saveur. C'est souvent ça dépend des cultivars, justement, c'est un peu le cépage, un cultivar. Et après, il y a le Special Fine TP Golden Orange Pekoe, puis après, quand il y a un ou top, c'est encore au-dessus, etc. C'est un peu comme les grands crus. Après, en Chine, on parle des Mingjiang. Donc, Mingjiang, c'est la fête de la lumière. En fait, c'est la fête des ancêtres, un peu. C'est un peu notre Toussaint. Donc, c'est tout au début du printemps. C'est les premiers jours d'avril. Donc, les thés d'avant Mingjiang, c'est les grands, grands, grands crus parce que c'est uniquement des petits bourgeons. Alors, bien sûr, il y en a aussi après, mais disons qu'il y a des qualités comme ça. Alors, plus les feuilles sont petites et jeunes, meilleur il sera. Après, il y a toute la transformation et tout le truc, mais la base, normalement, c'est le bourgeon et les deux premières feuilles. Ou alors le bourgeon à peine ouvert et les deux premières feuilles, etc. Et donc, plus ça sera jeune, meilleur ça sera. Et plus ça aura plein de choses, quoi. Des goûts, des quantités, des qualités, etc. Mm, mm. Tu as parlé juste avant comme quoi vous aviez payé jusqu'à un an d'avance pour un agriculteur. Euh, Comment vous soutenez vos agriculteurs? Qu'est-ce que vous avez déjà fait et comment, vraiment, de manière vraiment pratique, comment vous aidez vos agriculteurs? Ben, c'est ça, en fait. Donc, on paie, on discute pas les prix. Je veux dire, si c'est pas jouable, ben, c'est pas jouable, mais on discute pas. Il n'y a pas de négo, hein. Après, donc, de toute façon, en commerce équitable, on préfinance donc une partie. Ça va de 30 à 50%. Donc, si c'est vraiment des petits, on essaye de faire quand on peut, hein, je veux dire, parce que les temps sont durs là depuis 2 ans pour la bio. Mais voilà, on va aller au-delà. Quand je parlais de terre, en fait, c'est une petite coopérative. C'est une coopérative de tout petits producteurs. Et donc, c'était les Sud-Africains et c'était un gars qui leur proposait de reprendre une partie de sa ferme, un gars qui les soutenait. C'était un cinéaste qui les soutenait depuis le début, qui voulait. Et donc, la COP a décidé de prendre des terres pour que les tout petits, ceux qui avaient de quoi fabriquer 200 kilos par an, ils puissent avoir plus de terres. Parce qu'il y avait beaucoup de sauvages, il y avait beaucoup de terres. Et donc, ben, je veux dire, c'est clair que c'est bon pour tout le monde, quoi, dans l'absolu. Mais je veux dire, la banque les a pas suivis quand c'est des petites assos, voilà, donc on a fait ça. Après, on a, comme dit, déjà acheté un tracteur, on a acheté un quad parce que c'était le gars qui devait sélectionner, qui devait identifier les parcelles et qu'il n'avait pas de permis. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Bon, on les invite des fois quand on peut. Je suis déjà partie avec des spécialistes, on va dire. J'ai un très bon ami qui a une ferme en biodynamie et qui était mon premier contrôleur d'ailleurs, avec qui on était en relation encore après, qui est venu avec moi en Afrique du Sud pour vraiment les briefer sur la biodynamie. Ils avaient déjà démarré, hein, mais pour leur expliquer, etc. Donc voilà, on essaye ou alors je les fais rencontrer des gens, enfin, avec plein de tout ce qu'on peut faire, on va le faire, quoi.
Et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on fait encore? On fait plein de trucs, en fait. Il y a, en Afrique du Sud encore, comme tout est loin de tout, on se rend compte que les femmes, elles sont obligées de faire 30 bornes pour aller chercher 3 carottes. Donc, on a fait un thé militant qui leur permettra de faire un jardin de légumes, par exemple. Enfin, on essaye de soutenir comme on peut, quoi. Vous avez aussi un fonds de dotation? Oui, alors on a créé ce fonds de dotation il y a 3 ans ou 4 ans. En fait, parce que des fois, tu as envie de faire plus, mais en tant qu'entreprise, tu peux pas toujours tout faire. Et on a décidé de faire un fonds de dotation. Et donc, les trois bases, en fait, c'est l'éducation, parce que bon, je trouve que c'est important, l'écologie, bien sûr, et la culture. Pour moi, bien sûr, la biodynamie, et cetera, ça va sauver, mais la culture, le beau, l'art, aussi. Donc, le fonds de dotation, il va aider X assos qui vont œuvrer dans ce sens-là. Donc, on donne un coup de main pour une femme qui a monté une petite assos pour la violence faite aux femmes. Il y a le lynx, il y a les chimpanzés, il y a Sea Shepherd, il y a bien sûr la LPO, comme les militants, hein, parce que les militants, c'est une chose, c'est le thé, c'est les faire connaître, mais le fonds de dotation, il va pouvoir donner une somme en fonction des projets. Et là, on a un très beau projet que Chloé, ma fille, donc celle qui s'occupe de ça, a monté, qui s'appelle École Arc-en-Ciel, donc avec le village. Donc, il y a 8 classes, donc tout le monde est- fait partie du truc. Et en fait, quand on a des personnes intéressantes ou qui viennent, des spécialistes X, ben, ils interviennent avec l'école. Et donc, par exemple, Lamia de Sea Shepherd, elle a raconté les océans. Le lynx, ils ont fabriqué, ils ont travaillé pour savoir comment le sauvegarder, comment le protéger, etc. La LPO, ils ont fait des abris pour les insectes, enfin plein de trucs. Et donc, ça, c'est le fonds de dotation qui gère. Et à travers ça. Et donc, pour pouvoir faire venir des gens et partager, quoi. Donc, on a fait, je crois, une soixantaine d'interventions l'année dernière et à 2 ans avec des spécialistes. Et ça, c'est top parce que les gamins, je vais vous dire, mon petit-fils, si j'oublie de fermer le robinet, il me le dit, hein. Ou si je jette un truc, il me dit, ah, mais il faut recycler, quoi. Donc, il a 5 ans, hein, donc c'est juste, ça marche, quoi. Et pour ceux Non, qui mais, voudraient participer au fonds de dotation, comment ça se passe? eh ben, en fait, on a un site, fonds de dotation Jardin de Gaïa, et donc, il y a les différents projets. Donc, les gens, ils peuvent choisir pour qui, ou alors pour le fonds de dotation. Quand on reçoit quelque chose, on va partager entre différents projets. Et puis après, il y a des personnes qui vont vouloir soutenir plutôt une association qu'une autre. Donc, en fait, il suffit d'aller sur le site, soit de téléphoner, soit d'envoyer un mail, et puis va répondre, et voilà, on expliquera. C'est assez bien expliqué, c'est simple. Mais voilà, puis il y a toujours des trucs en cours, hein. Je veux dire, c'est jamais, ça s'arrête jamais, en fin de compte. On pourrait en faire 10 fois plus, mais malheureusement, il faudrait qu'on se clone. C'est pas le but, mais, Je mettrai mais les voilà. liens, en tout cas, dans les notes de l'épisode pour les personnes qui sont intéressées Super, de super, merci. participer. Bah oui, parce qu'en tant qu'entreprise, tu peux faire, mais après, on n'est pas une grosse boîte, hein, on est vraiment une PME, quoi. Et je veux dire, on essaye de faire et donner, de faire les choses bien, mais le fonds de dotation permet d'aller au-delà. Donc, voilà. Mm. Je reviens sur l'été, du coup. Comment, Jardin de Gaïa, comment vous garantissez la qualité et la sécurité des thés que vous importez? Bon, il y a d'abord déjà les certifications, hein, donc ça, c'est déjà la première chose. Donc les labellisations, etc. Après, on fait des analyses sur chaque lot. Donc, chaque lot qu'on va acheter est analysé par un labo, hein, donc assermenté, hein, qui va regarder pesticides, machin. Enfin, parce que dans le thé, c'est comme dans plein de choses, vous avez une liste de choses qu'on peut y trouver dans le conventionnel. Donc, ils vont analyser ça. On les teste. Tous les lots sont identifiés donc sur les packaging. Donc, on va retrouver tout de suite s'il y a un couac ou s'il y a un producteur qui nous dit ah bah il y a eu un couac, il y a eu. Et puis une fois qu'ils sont achetés, donc alors d'abord on a une analyse du producteur.
Donc après, on reçoit une partie du thé qu'on va faire analyser. Dès que c'est bon, on dit oui. Je vais vous dire sincèrement, à 99%, c'est oui, puisqu'on les connaît. C'est vraiment quelque chose de rare, mais ça peut arriver. Et après, quand ils arrivent, c'est pareil, ça part encore une fois à l'analyse. On les teste, on les goûte, on les regarde, on les identifie, et puis dès que le feu est au vert, 2, 3 semaines après, ça part à la production. Et au niveau de la Et je vais sur place pour traçabilité, voir, hein, voir sur place. Ben, comme dit, tout est identifié, tout est vérifié, hein, tout est compté. est-ce que vous communiquez au niveau de la traçabilité pour dire, par exemple, ce thé-là, il vient de tel endroit, de telle coopérative Alors, tous les thés nature, il y a toujours le nom du thé. Donc, alors on essaie de donner le nom d'origine, ça veut dire, par exemple, le thé chinois est écrit en chinois, mais en dessous on traduit. Donc on sait toujours d'où il vient. Et puis dans le texte, c'est expliqué. Alors les mélanges, les thés parfumés, des fois on l'a pas fait parce que des fois il y a 2 ou 3 origines, parce que les mélanges, en fait, ils sont faits, par exemple, alors, parce qu'il y a tel type de thé qui va mieux convenir à certains goûts, mais aussi des fois en fonction des besoins des producteurs ou en fonction de ce qu'on a, en fonction du goût. Moi, quand j'aromatise ou quand on aromatise, on ne va pas mettre 10% d'arôme, hein, je vais dire, c'est entre 2 et 4, 5. Et parce qu'il ne faut pas que ça soit un truc, c'est pas un jus de fruits quoi, qu'on boit. Et alors quand ça va, hein, on prend des épices ou des plantes ou des choses comme ça, mais quand ça n'existe pas, la fraise, la framboise, on va prendre un arôme. Et donc ça, de toute façon, tout est tracé. On a un service qualité qui va tout tracer. Et si on sait que quelque chose se passe, après, le fait d'aller sur place, vous savez, en 30 ans, tu arrives à savoir un peu, à identifier un peu où il peut y avoir un problème. Et donc, en général, franchement, il y a des endroits, c'est tellement loin de tout, tout est loin de tout. En fait, j'ai vraiment la chance d'aller dans ces endroits parce que vous savez, j'ai voyagé un petit peu avant et j'ai continué à voyager à titre privé. Mais sincèrement, les voyages boulot, alors c'est pas parce que c'est le boulot, mais c'est magique, quoi. C'est toujours loin de tout, c'est toujours des paysages fabuleux. Et puis des gens, t'es avec le peuple, quoi. T'entends les nanas rigoler quand elles vont partir à la cueillette, tu manges le soir, tu danses, enfin, tu fais tous les trucs possibles, quoi. Voilà. T'as parlé d'arômes. Est-ce que les arômes, c'est obligatoire dans le thé? Là, tu as dit, par exemple, la fraise, parce que ça, il n'y a pas. On pourrait peut-être mettre de la fraise séchée, j'imagine. Mais non, pourquoi? Et est-ce qu'on est obligé de faire comme ça? On peut pas faire autrement? Alors, les arômes, déjà, normalement, on n'a pas besoin de mettre d'arômes, hein. Quand un thé est bon, on ne met pas d'arômes, hein. Quand un thé est très parfumé ou un grand thé, on va pas l'aromatiser. C'est plutôt des thés plus simples. C'est comme quand vous faites un cocktail. C'est exactement la même chose ou la cuisine, hein. Je veux dire, on va y rajouter un petit de ci, un petit peu de ça. Donc, comme je vous disais, on mettra des épices, ou on mettra des plantes ou des aromates, mais les fruits jaunes, fruits rouges, c'est pas jouable. Parce que si vous mettez des petits bouts de fraise, ça va pas sentir la fraise. Ça va être joli, et donc, on fait aussi ça parce que c'est beau, et puis parce que c'est sympa et on voit ce que c'est. Mais en fait, c'est un arôme bio déjà. Donc, la fraise est bio, par exemple, pour la fraise, avec un alcool bio et voilà, c'est un micmac. Mais bon, aujourd'hui, c'est bien identifié parce qu'au début, ça a été un peu la crise parce que les aromaticiens ne voulaient pas donner leurs petits secrets, mais il y a eu des trucs entre. Après, c'est pareil, on les connaît. Parce que quand j'ai commencé à aromatiser, moi, j'avais rencontré un gars et je lui avais dit, pour moi, il faut qu'il soit bio. Alors, il m'a dit, mais. Et alors, il m'avait demandé à l'époque, donc ça fait 20 ans, ouais, où j'ai acheté. Et en fait, huile essentielle, c'est plus simple. Mais arôme. Et donc, il m'avait dit, si vous êtes d'accord pour les tester et nous aider à les développer, on y va. Je dis oui. Et donc, du coup, ça a été quand même, c'était un long boulot parce qu'il fallait voir si c'est stable, si ça bouge pas, si ça part pas au bout d'un mois. Donc, on aromatisait, donc au début à la main, hein, tout avec une cuillère et à la pipette pour tester. Et après, tu les laisses pendant quelques mois dans le sachet pour voir si ça tient, à l'abri de la lumière, etc. Tu regoutes. Donc voilà, et après, on goûte à plusieurs, et après, on fait. Voilà, c'est vraiment un boulot, quoi. Et donc, si on. Ben,
Il y a des gens qui veulent un truc à la fraise. C'est comme si vous faites, je sais pas moi, un dessert à la fraise. Alors, on peut mettre des fraises dedans, mais des fois, les yaourts, alors des fois, il y a des morceaux de fruits, mais des fois, il y a des arômes. Alors, si c'est pas nécessaire, je le fais pas. Si le fruit donne suffisamment de goût, on va pas le faire. On va pas mettre un arôme de gingembre ou un arôme de je sais pas quoi, de poivre ou de citronnelle. Ça va être la plante. Mais pour les fruits, fruits rouges, fruits noirs, fruits jaunes, ouais. Donc, Tu as dit, moi, il y a un truc pas qui me choque, mais tu as dit si les gens ils veulent de la fraise, et ben du coup, on va mettre de l'arôme fraise. Moi, j'aimerais bien dire, mais si les gens veulent de la fraise, et ben ils boivent pas du thé à la fraise. Alors, est-ce qu'il faudrait ne pas faire de thé à la fraise? Et comme ça, bah, les personnes n'achètent pas du thé à la fraise. Et s'ils veulent de la fraise, et ben ils vont manger des vraies fraises, etc. Ou ben aujourd'hui, on est quand même obligé de le faire d'un point de vue économique. alors, je vous disais au début, les mélanges, c'était fait effectivement pour faire un peu plus de volume et aussi pour amener les gens au thé. Il y a des gens, ils vous disent, on n'aime pas le thé et ils veulent des thés parfumés. Et donc, en général, sur le marché, les thés parfumés sont très parfumés. Nous, on parfume très peu. Je ne veux pas enlever le goût du thé. Donc pour moi, rajouter un petit arôme, c'est juste lui donner une touche, quoi. C'est comme quand vous faites un kir ou un machin. Mais par contre, quand je vois qu'il y a des personnes qui aiment la fraise, le fruit rouge, machin, et que je vois à quelle base ils aiment le thé, parce que ça peut être un thé vert, un thé noir, quel type de thé, je vais leur proposer un petit échantillon de thé nature pour tester. Et en fait, l'idée, c'est quand même d'amener les gens vers ça. Mais dans l'absolu, c'est vrai qu'en réfléchissant comme ça, je suis d'accord avec vous, mais ça veut dire aussi que toute la cuisine, tous les cocktails, tout ça, on oublie tout, quoi. On ne fait plus, on ne mange plus. Alors, au Japon, c'est la carotte qui a telle taille, qui est de cette variété, il n'y a plus d'autre. Enfin, voilà, c'est ça que je veux dire. Et je pense que pour les gamins aussi, ou pour faire des thés glacés, je pense que c'est pas dérangeant si les ingrédients à la base sont OK. Alors, c'est sûr que moi, à la base, je vous dis, il y a 30 ans, mon rêve, c'était les grands thés. Voilà, ben, je vous assure que j'en buvais, je ne vais pas dire la moitié, mais j'en buvais un paquet l'été que j'achetais au début parce que tu n'avais pas forcément la personne. Après, ça évolue, hein. En France, on a quand même la chance d'avoir un pays où on aime manger, boire, le goût, gastronomie. Et ça, c'est. Et donc, quand tu parles et que tu leur expliques, et puis les gens commencent à voyager, ils commencent un petit peu, et ben là, ça. Et puis ça évolue, hein, parce que qualitativement, je vous assure, au début, franchement, il n'y avait pas grand-chose, à part quelques maisons un peu spécialisées, hein. À l'époque, j'allais à la maison des Trois Thés, je ne sais pas si vous connaissez à Paris, c'est une taïwanaise, donc j'allais goûter des thés, ça coûtait une blinde, mais c'était bon, quoi. Moi, j'emmenais ça en Chine, je disais, je veux ça en bio, il me disait, mais elle est folle, celle-là. Et puis en fait, et c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'elle m'a vraiment fait découvrir le thé. En fait, on avait bien, et elle m'a fait vraiment goûter les trucs fantastiques, et ça m'a donné vraiment envie de faire des grands thés. Mais elle avait sa clientèle qui venait de Taïwan, etc., et d'ailleurs. Mais moi, dans les magasins bio, vous oubliez, hein. Ça, on n'y est pas encore. Ça viendra, hein, un jour, Au j'espère. niveau de thé, tu es obligé d'importer du coup. Ouais. Est-ce que c'est difficile? En plus, ces dernières années, bah, avec le Covid, tout ça, Ah là est-ce là. que vous avez été beaucoup impacté? Ouais, c'est un peu la galère. En fait, bon, le transport, c'est toujours décidé et compliqué. Alors, pendant le Covid, c'était la galère parce il y avait très peu de conteneurs ou de transporteurs. Ils avaient doublé, triplé, quadruplé les prix, puisqu'il y en avait peu, donc forcément. Et puis après, c'était savoir pendant le Covid quoi importer. Parce que du coup, tu pouvais pas voyager, hein, donc tu attendais les échantillons. Mais là-bas, ils pouvaient pas non plus travailler. Donc tout est arrivé en retard. Et puis après, il fallait être hyper rapide. C'est bien WhatsApp et tout, hein, ça va vachement vite. Et non, mais heureusement, hein, parce que du coup, tu sais tout de suite. Et puis bon, les producteurs, ils me connaissent, ils savent. On leur dit toujours avant ce qu'on va acheter. Parce qu'on ne peut pas aller partout au même moment, hein, donc au moment des récoltes. Donc, on leur dit quoi acheter, donc ils m'envoient des échantillons et après, on goûte très vite quand on veut quelque chose de particulier et on valide, quoi. Mais alors, c'est vrai que les transports, c'était la galère, quoi. Après, la paperasse, j'ai entendu beaucoup de fois que ça allait s'arranger. Ben, ça ne s'arrange pas du tout, c'est de pire en pire. Les délais, c'est plus long parce que c'est bloqué en douane, 2 semaines, 3 semaines, du coup on attend.
Ça revient de la douane, ça arrive, mais le papier, il n'a pas été stampé. Donc, oui, ils n'ont pas mis le tampon à la bonne case. Ah non, il y a de quoi faire un livre. C'est pas moi qui vais le faire, c'est pas moi qui le fais, hein, pour, hein. J'ai quelqu'un qui se démerde très bien. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et donc, pendant le Covid, je vous raconte une petite connerie, là, mais normalement, on n'a pas le droit de dire, hein, on va l'entendre. En fait, je voulais absolument goûter les Mingjiang, donc ces fameux thés de Chine, les premières récoltes, mais que je ne pouvais pas goûter puisque je ne pouvais pas y aller. D'ailleurs, je vais y aller cette année-là. Et puis, en fait, il n'y a rien qui passait. Et du coup, et ça partait pas non plus, ça pouvait pas partir. Et du coup, on était en rade de masques, parce que nous, on utilise des masques dans la production depuis toujours, hein. On l'a pas, parce que quand tu fais de l'aromatisation, des mélanges, tu pèses, etc. Donc, on avait des masques, et donc, mais plein d'assos qui nous demandaient, les infirmières et tout ça. Et donc, on achetait toujours pour quelques mois, on n'achetait pas des quantités de fou, quoi. Et donc, notre producteur en Chine nous a dit, écoute, moi, je peux t'envoyer des masques, tu peux m'envoyer des masques. Et dans les boîtes de masques, il a mis une petite croix sur certains, et puis en fait, il y avait des échantillons dedans pour que je puisse les goûter. C'était assez rock'n'roll, quoi. Donc, on attendait les masques parce qu'on en avait besoin, et en même temps, il y avait quelques boîtes où il y avait des petits échantillons. Ça permettait de goûter et de les valider. Bon, voilà. J'aurais pas dur, mais il fallait faire, hein, sinon je les avais pas l'été. Parce que C'est là-bas, ils vont pas t'attendre, quoi. c'est une super anecdote. Ça, Ouais, c'était rigolo, hein, mais ça nous a fait bien rire, hein. Alors, avec les masques, goûter le thé, parce qu'avant, en fait, on goûte le thé dans les tasses, hein, et là, maintenant, il faut mettre dans une autre tasse, etc. Je ne vous parle même pas des épices. On a fait une dégustation de piment avec masque, mais avec dans le verre, on goûte l'horreur. Enfin bon, voilà. C'est Quelles des petites. actions spécifiques aujourd'hui vous avez entrepris, même au fil des années, pour réduire l'empreinte environnementale des produits, de la production à la distribution? Et ben, du coup, donc, on accompagne les coopératives, hein, donc, pour les faire passer en biodynamie, éco-conception de produits, recyclables, etc. Donc ça, c'est une chose qu'on fait de toute façon. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, ici, on a pratiquement pas de machine, hein. La seule chose qu'on a, et là-bas aussi d'ailleurs, c'est juste ce qu'on aromatise. En fait, on a une sorte de grand tambour qui va envoyer de l'arôme et des choses comme ça. Donc, on n'utilise pratiquement pas de machine. On conditionne toujours à la main. Qu'est-ce qu'on a fait encore, hein? On est ENERCOP aussi depuis pas mal d'années, donc on essaie de recycler. Qu'est-ce que j'ai encore, hein? Et on a un très beau projet aussi en Alsace avec des plantes, donc avec un village, donc un très beau projet. Donc l'année prochaine, on aura des plantes aussi d'ici. Parce que moi, j'ai toujours rêvé de travailler avec des petits producteurs de plantes et tout. Et ils me disaient toujours, le tour où je pourrais te fournir, je serais ravie. Mais je veux dire, je ne peux pas acheter 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos. C'est pas possible, quoi. Donc, voilà. Voilà. Et au niveau de l'impact environnemental, récemment, vous avez aussi lancé quelque chose qui est de transporter le thé par voilier. Alors jusqu'à maintenant, c'était peut-être fait, enfin au début, c'était peut-être fait par avion, peut-être après par bateau, je sais pas trop. Alors, ça a quasiment toujours été fait par bateau, c'est toujours fait par bateau. Par avion, c'est vraiment, 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 vraiment rare. C'est vraiment pour les toutes premières petites récoltes, quand il faut vraiment les avoir, ou si vraiment il y a un besoin une urgence, parce que c'est un client qui attend un truc, et voilà. Mais c'est quand même très, très rare. Normalement, c'est tout par bateau, et c'est par bateau aussi sur le Rhin, hein, donc ça vient aussi. Et donc, il y a cette histoire de voilier, en fait. Et donc, ça fait pas mal d'années, en fait, qu'on a parlé de ça, mais ça n'avait jamais abouti, en fait, les projets, parce que les gars qui avaient cette idée n'avaient pas de construire un voilier, moi non plus, d'ailleurs. Et donc, du coup, je crois que c'était en 2022 qu'on a fait un bilan carbone. On l'avait déjà fait chez nous, mais là, on l'a fait faire, un truc vraiment sérieux. Et en fait, on a vraiment décidé de se bouger pour diminuer le CO2. Et donc, alors, il faut quand même se dire qu'avec ce bilan, c'est pas le transport,
c'est pratiquement, je veux dire, c'est pas très impactant. Je crois qu'il y a des chiffres quelque part, je sais plus où ce que j'ai. Je crois que c'est le transport, c'est vraiment, c'est quelques pourcents. C'est vraiment pas beaucoup. C'est plutôt le transport des employés, en fait, hein, qu'on essaye, donc, boulot à vélo, etc. Et donc, cette histoire de voilier, j'en reviens. Donc, c'était vraiment essayer de réduire ces émissions. Et en fait, j'ai des gens qui sont bien actifs et qui ont décidé d'aller chercher. Et donc, c'est la première fois, donc, le thé, en fait, est importé par voilier. Donc, pour le moment, il y a, donc, c'est parti, là. Mi-juin, ça va arriver au courant du mois d'août, début du mois d'août. Ça part du Vietnam, de Ho Chi Minh. Et il y a, que je raconte pas de conneries, je crois qu'il y a une vingtaine de palettes. Donc, c'est 2 tonnes. Et donc, c'est avec un armateur. Alors ça, c'est TOWT, qui est un label qui s'appelle Anemos. Et donc, l'idée, c'est que par la suite, ça puisse transporter plus de thé de d'autres pays aussi, et qu'on puisse même l'accompagner, quoi. Et Donc donc là, ça, c'était le premier. Vous allez en faire d'autres après par la suite? ah bah oui, oui. Alors ça, avec ce premier, euh, je sais plus quand c'est qu'on l'a signé, mais je crois que ça fait plus d'un an. Enfin, tu sais, on s'était engagé. C'est vraiment pas un truc qui est comme ça. C'est pas quelque chose de voilà. Et bien sûr, on va continuer. Et on va même, je pense qu'on mettra même sur nos étiquettes des thés qui viennent avec ce bateau. On mettra un petit truc, un petit bateau, ou je sais pas. Oui, j'ai vu commercialisation à partir de octobre, je crois, Ouais, c'est 2027 ça, parce pour que ça cette va livraison. arriver cet été. Alors quand on dit août, voilà, le temps que ça arrive, que ça soit déchargé, que ça soit prélevé en sachet, enfin voilà, etc. Donc on dit octobre dans les magasins, quoi. Et Et avec, donc, ouais, quelle est la diminution du coup du CO2? 90%, 90% apparemment. Donc c'est Donc quand même, c'est... c'est pas rien, quoi. Et avec 2 tonnes, vous avez déjà une visibilité enfin, je veux dire, vous allez pouvoir faire des voyages, par exemple, 2 par an, 3 par an, ou est-ce que vous avez déjà Alors, une bah, estimation? à voir avec parce que c'est quand même, ils ont des gros bateaux, donc bah, il fallait démarrer à un moment donné. Donc, on s'était engagé et c'est clair que si ça fonctionne, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Mais pour l'instant, c'est vraiment encore Ouais, à ouais, l'étape du ouais, ouais. thé. Ouais, alors c'est bon, alors ça part d'Ho Chi Minh, ça arrive au Havre, et puis après, bon, c'est conditionné ici, quoi. Et donc, c'est une petite coopérative avec qui on travaille depuis, je sais pas, depuis une vingtaine d'années. Donc, avec des Hmong et des Zhao. Et franchement, je sais vraiment. Au départ, quand on en a parlé il y a 2 ans, on disait Chine, mais apparemment, ça n'a pas collé. Et donc, voilà, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Sinon, si on attend toujours que tout soit parfait, voilà, Oui, tout à fait. on y va pas. Hem, Quelle est ta vision aujourd'hui, pour le futur sur l'agriculture biologique, équitable, avec le changement climatique, ça va devenir peut-être encore plus difficile de produire du thé. Comment toi, tu vois ça? Et ben, c'est un peu mitigé, hein. Je trouve que c'est un peu flippant, quoi. Excusez-moi, mais et ben, je me dis, de toute façon, on n'aura pas le choix. Enfin, voilà, je pense que de toute façon, on va être obligé d'y aller. Je le disais déjà il y a 30 ans, hein, quand j'ai commencé à. Donc ça met un peu de temps, hein. En France, en France, je suis un peu désolée parce qu'on cherche toujours un peu l'erreur et le moindre truc est prétexte à ne pas faire. Je trouve ça un peu dommage. Mais alors, ce qui m'a choqué les dernières années, là, enfin les 2 dernières années où on descend la bio, où on cherche un peu l'erreur et blablabla, parce que rien n'est parfait, hein, je veux dire, ça n'existe pas, quoi. Mais ce qui m'a choqué, c'est dans tous les pays du monde où je vais, les gens, ils y vont à fond. Ils vont dans la bio, ils y croient. Alors, est-ce que c'est parce qu'on les a baratinés pendant longtemps? Non, ils y croient, c'est vraiment ils y vont avec le cœur et de plein d'endroits commencent à être certifiés. Et justement, même au Vietnam, j'ai vu, je travaille avec deux entreprises qui travaillent avec des petites coopératives, et ben ils se sont associés
pour développer toute la région en bio. Toute la région, Peut-être alors parce qu'ils sont qu'ils voient la concurrents. différence, sur Bien sûr, l'agriculture bien et sûr, bien sûr, mais il faut pas oublier que c'est quand même nous qui les avons baratinés, qui leur ont demandé, et pour maintenant dire ah ben non c'est trop cher, parce que en fait c'est vrai que la bio a un prix, mais c'est pas les 5 cents ou les 10 cents qu'il y a sur un paquet de quelque chose qui vont qui vont changer. Le prix, la différence souvent c'est la qualité aussi. bah, oui, Parce c'est que le je vais prix dire, c'est de voir tellement la santé, facile, c'est comme quand tu mets 20, voilà, tu mets thé, voilà, ça va de 2 balles. Moi, j'ai jamais acheté un thé à 2 balles, ça n'existe pas chez moi. Mais je veux dire, mais ça peut aller jusqu'à 300, 400, 500. Enfin, je veux dire, c'est la rareté, mais c'est aussi le boulot, quoi, parce que tous ces pays aussi, je veux dire, la main-d'œuvre aussi, elle augmente, quoi. Tout le monde y a droit, quoi. Et ben, vous imaginez encore euh, les premières récoltes, par exemple, les bourgeons. Vous voyez ce que c'est un bourgeon? C'est tout petit. Elles ont un panier, elles vont bosser pendant des heures pour remplir un petit panier pour donner la moitié, même pas la moitié en thé, quoi. finalement, on Donc, pourrait dire, consommer un peu moins, mais mieux. c'est ce que je dis. Et en plus, pour le thé, c'est un truc sûr, hein, c'est que quand vous prenez quelque chose de bon, vous pouvez réinfuser. Une deuxième fois, une troisième fois. J'ai bu des thés, je vous assure, 20 fois infusés à Taïwan avec des grands oolongs. C'est merveilleux. Et c'est toujours bon, quoi. Donc, il vaut mieux prendre des petits trucs, voilà quoi, et réinfuser, tout simplement. Et peut-être un peu moins, mais mieux. Bon, pour tout, hein, d'ailleurs, c'est pas que pour le thé, hein. Toi qui as bu, beaucoup de thé, j'imagine, sur ces 30 ans, c'est quoi pour toi, le meilleur thé, pour toi et comment, il faudrait le préparer? Alors, les meilleurs thés, oups, c'est toujours les plus jeunes feuilles, à la base. Donc, après, à condition que ça soit bien fabriqué, bien transformé, etc. Mais je vais dire, c'est toujours les premières feuilles qui ont le plus de goût, qui ont plus de minéraux, d'antioxydants, d'acides aminés, de polyphénols, etc. C'est toujours les premières feuilles qui vont avoir le plus. A contrario, il va y avoir aussi un peu plus de théine, donc ça va être un peu plus vif. Donc, mais bon, les tanins vont l'équilibrer. Les tanins, c'est ce qui donne aussi un petit peu l'amertume. C'est pour ça que c'est important, quand on prépare un thé, de le faire quand même. On ne fait pas juste un machin et on le fait tremper et puis on l'enlève. On le laisse infuser. On essaye de respecter les temps pour que l'équilibre se fasse. Après, des meilleurs thés, en fait, je ne vais pas dire il n'y en a pas, il y en a plein. On ne boit pas tout le temps le thé au même moment. En Chine, par exemple, ils boivent le thé, par exemple le thé blanc, il rafraîchit le corps. Il va aider à faire descendre la température. Donc, si on est tout le temps en train si on a tout le temps froid ou s'il fait -10, je déconseille, quoi. Enfin, je veux dire, il vaut mieux boire. Le thé vert aussi rafraîchit. Le thé vert est un peu plus vif, surtout les premières récoltes. Ce sera un petit peu plus théiné, donc c'est plutôt un truc de journée. Thé noir va plutôt en hiver, le matin, quand on n'a rien dans le ventre, c'est aussi moins agressif. Puis après, tu as les oolongs, les semi-fermentés, donc ce qu'on appelle les bleus verts, qui sont du entre-deux et qui sont du thé d'équilibre. Mais c'est une production compliquée, quoi. Il y a, je ne sais pas combien de séances enfin où ils font des allers-retours, où il faut tordre les feuilles d'une certaine manière pour qu'ils s'oxydent juste sur les côtés, pour leur donner ce goût, etc. Donc forcément plus cher. Par contre, plusieurs infusions. Donc c'est vraiment, il y a le goût, mais il y a aussi ça, son état. Je veux dire, si vous êtes dépressif, il vaut mieux boire du noir, hein, parce que le vert, ça va encore vous refroidir un peu plus, quoi. Mais c'est clair que plus c'est jeune, plus c'est frais, plus il y a de choses. Et meilleur ça sera aussi. Et une Vous bonne avez eau, combien, une bonne eau, oui? une bonne eau. Ouais. Oui et tu as dit respecter les temps, ouais, aussi. Ouais, les temps, la température, quoi. Plus la feuille est jeune et tendre, moins l'eau doit être chaude. Quand la feuille, elle est vraiment épaisse et dure et bien, ben, l'eau bouillante, c'est pas grave, quoi. Sinon, vous développez en fait l'amertume. Après, Combien c'est vous avez du. de saveurs, sur, les jardins de je- Gaïa? alors, ça change, hein, puisqu'on en a Oui. toujours. Donc, je pense qu'on en a 650. Ah oui, ça fait quand Alors, même, les deux tiers, je vais dire, c'est des thés nature.
d'un petit peu partout, hein, parce qu'on adore ça et puis que c'est quand même quelque chose qui progresse par rapport au thé parfumé. Je trouve que c'est bien. Et puis après, ouais, vous avez des mélanges, des plantes, le rooibos, ouais, à 650 à peu près. Super. Et on pourrait ne jamais s'arrêter, hein. C'est vraiment, c'est le truc, quoi. On arrive tout doucement à la dernière question de l'épisode. C'est quoi pour toi ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation, ton snack favori? Ça peut aussi être un plat ou un simple aliment. Ah là là, j'en ai beaucoup, hein. J'aime bien manger, j'aime bien boire, j'allais dire, Ah, surtout en Alsace, il y a des surtout en bons produits. Alsace, ouais. Alors, bon, je suis végétarienne, hein, depuis 40, plus de 40 ans, depuis l'Afrique d'ailleurs. Donc, je défie quelqu'un de revenir d'Afrique après 6 mois de manger de la viande, mais bon, je mange tout sauf la viande. Donc voilà. J'aime bien les bonnes choses. Ben, le végétarisme aussi oblige à bien cuisiner. J'adore le vin, le bon vin, mais modérément, bien sûr, parce que voilà. Mais alors, le coupable, c'est que je craque, c'est crème brûlée, tiramisu, chantilly. J'en mange pas tous les jours, de loin pas, hein. Mais quand je suis dans un resto et qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, je craque, quoi. J'aime les trucs moelleux, voilà. Donc, j'ai dit, ouais, faudrait pas, mais voilà. Ah, je comprends, les desserts, quand c'est bien fait avec des bons produits, c'est... Ben, en fait, chez nous, on le fait quand tu invites ou quand autrement, c'est pas le dessert, quoi, hein. Je trouve que les desserts, de toute façon, il faudrait les manger en dehors des repas. C'est toujours trop. Mm. Mais c'est vrai que quand ils vont dans un petit resto sympa avec des amis, avec des producteurs, et que je vois crème brûlée, tiramisu, et puis la chantilly, quand j'étais plus jeune, je me mangeais un plat de chantilly avec un plat de fraises, hein. C'est vraiment, non, non, mais je craque, quoi. Quand elle est bonne. Voilà. Super, bah écoute, merci beaucoup Arlette. Tu as une énergie folle en tout cas. 30 ans d'entrepreneuriat comme ça, moi je trouve ça vraiment incroyable. En plus, une femme en 1994 qui se lance toute seule, je pense que ça devait pas être facile. Ça, Même encore c'était aujourd'hui. compliqué, c'est vrai. Ouais. Parce que là-bas, ils écoutaient pas trop les nanas, ils avaient pas trop, et c'était pas non plus, c'était pas leur habitude de travailler avec des femmes, quoi. Qui Donc, veut se lancer dans effectivement, la bio en plus? Non, franchement, je trouve que c'est incroyable. Et à puis, l'époque, comment tu parles? j'ai un producteur de thé qui m'a dit, ben justement du Darjeeling, qui m'a dit, quand il est venu pour les 30 ans, il m'a dit, il faut quand même que je te dise un truc. Alors je dis, vas-y, dis-moi, ça fait quand même 28 ans qu'on travaille ensemble. Il me dit, quand je t'ai vu la première fois, je me suis dit, je veux pas travailler avec des hippies. Et il m'a dit, mais après, dès quand j'ai vu ta passion et ton désir et il est super content, on a fait quelques fois des vacances ensemble et tout, c'est top, quoi. Donc voilà. On sent ta passion dans comment tu expliques les choses, dans ta voix, en fait. Je sais pas, on sent que tu es vachement attiré, tu es vraiment dedans, quoi. Tu vis vraiment pleinement Je, ton je, aventure. pour- je pourrais pas, je pourrais pas travailler. Enfin, j'étais éduque, j'étais libraire, j'ai travaillé dans une cafetière. J'ai aimé vraiment tous mes boulots. J'ai trouvé des gens super. Mais avec le thé, je fais des rencontres merveilleuses, des endroits merveilleux, et j'adore le thé. Donc, c'est merveilleux. Alors, je suis retraitée, hein, sur le papier, hein, mais donc il y a ma fille qui est là, mon beau-fils, et puis j'ai des personnes vraiment top, quoi, qui vont. Mais tant qu'il faut venir pour faire des choses que j'aime, ça me va bien. Mais j'essaie quand même un peu de... Voilà, C'est la passion, quoi. merci beaucoup. Si on veut un petit peu plus de toi ou un petit peu plus des Jardins de Gaïa, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, bon, on est surtout dans le réseau des magasins bio, mais les magasins bio, ils vont avoir certaines, comment dire, un certain choix, quoi, entre 10, 20, 30, 40 au mieux Alors, on a un site internet, on a une maison de thé ici et un magasin, donc en Alsace. On a également un magasin depuis un peu plus d'un an à Rennes, qu'on a repris. Et donc, site internet. Et après, on travaille un petit peu avec certaines épiceries biofines donc, voilà, il y en a pas mal. Alors, c'est toujours un peu dur, un peu dur de donner des noms parce qu'après, tu en oublies un.
Alors, franchement, bah, sinon il suffit d'appeler et alors, de toute façon, on envoie, ça c'est sûr, et rapidement, donc le jour même ou le lendemain. Mais passez nous voir, on a une maison de thé avec des jardins japonais, on fait les dégustations, on fait plein de trucs, c'est super beau. Et puis sinon Rennes, c'est d'autre côté. Et puis voilà, dans les magasins bio, vous savez, ouais, il y a 30 ans, j'étais la première et donc je suis quand même dans pas mal de magasins. Mais c'est sûr que vous allez trouver les plus classiques. Si on a envie d'aller au-delà ou sinon on peut demander aussi un échantillon. Et Il n'y a si pas on de veut toute la souci. gamme, c'est sur le site internet. Voilà, à toute la gamme, oui, même dans le magasin des fois, parce que voilà. Bah, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour les personnes qui sont intéressées. Et sinon, c'est jardin au pluriel de Gaïa, Gaïa Gaia.com, jardin2gaia.com pour ceux qui veulent aller y faire un tour. Pour le site, pour le fonds de dotation, pour n'importe, il y a tous les numéros de téléphone, et voilà. Voilà. Eh ben, On écoute, répond encore au téléphone. merci beaucoup Arlette pour ton temps. Je te remercie encore. C'était un épisode Merci super beaucoup. intéressant. Et Merci puis, beaucoup, ben, Mehdi. je te dis Ça m'a fait peut-être à plaisir. une prochaine. Au grand plaisir pour un thé, quand tu veux. Avec grand plaisir. À bientôt. Salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.